Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Souleymane Jules Diop, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi du PUDC. Il est l'invité de Mahmoud Ibra Kane. Beaucoup de questions. 2018, un an avant la présidentielle de 2019, bilan de mandat et enjeu d'une réélection ou d'une nouvelle alternance, la gestion sobre et vertueuse, la traque des biens mal acquis, le procès Khalifa Sall, les WAD, la justice, le PUDC et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Souleymane Jules Diop face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Bonne et heureuse année à tous. Souleymane Jules Diop, bonjour. Bonjour. Bonne année 2018. Merci à vous aussi, à tout le peuple sénégalais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi du PUDC. Le rappel du principe de cette émission, les internautes auront aussi à poser des questions à travers les réseaux sociaux. Je ne manquerai pas d'en reprendre quelques-unes. Souleymane Jules Diop, la Casamance nous rattrape encore terriblement. Une tuerie qui a eu lieu à Bofa. 13 civils tués. Le commentaire du natif de la Casamance, en tout cas de quelqu'un qui est originaire de cette région, mais aussi du ministre que vous êtes. De la consternation, de la tristesse, mais en même temps un sentiment profond d'injustice envers de pauvres innocents, des jeunes. Vous savez, ce conflit, il dure depuis une trentaine d'années. 35 ans. Nous avons perdu beaucoup de soldats, environ 70. Les chiffres officiels, c'est 776 personnes victimes des mines. Sans tenir compte du désastre économique. Il y a eu beaucoup de morts. Des civils, des militaires, comme aussi certains parmi les illuminés, ou parmi des gens qui considèrent que ce débat, qui n'a pas sa raison d'être, doit être posé, et qui, certains, parce qu'ils ont été manipulés, trompés, ont senti le besoin de prendre des armes et de les braquer contre leurs frères. Quel débat? L'indépendance de la Casamance? Absolument. Et le gouvernement actuel dit non, comme ses prédécesseurs. Le président de la République a prêté un serment de respecter la Constitution, de veiller à l'intégrité du territoire sénégalais, de notre pays. Et c'est à cela que tout le monde doit œuvrer. Et je salue ce matin, je suis très peiné, mais je salue l'unanimité qui s'est faite sur la question. J'ai vu la réaction d'Abdoul Mbaye, j'ai vu la réaction d'Idrissa Seck. Oui, tous deux anciens premiers ministres et chefs de parti. Qui sans doute d'opposition ont pris la mesure de la gravité de la situation. Écoutez, en décembre 2011, nous avons perdu une vingtaine d'hommes. Vous pensez que sur la question casamançaise, il doit y avoir un consensus et c'est ce que vous observez aujourd'hui? Mais absolument, et c'est ce que j'observe et c'est ce que je salue et je suis dans la tristesse, dans la peine qui m'envahissent. Je suis heureux qu'il en soit ainsi parce que c'est à la mesure de notre pays, de notre responsabilité historique en tant qu'élite intellectuelle, en tant qu'élite religieuse, en tant qu'élite politique. C'est notre responsabilité. Et de veiller aussi à ce que de telles choses ne se reproduisent jamais aujourd'hui dans tous les médias du monde. Je me suis réveillé en écoutant les médias d'Europe, d'Amérique. Et partout, j'entends que chez moi en Casamance, des barbares qui veulent semer la terreur ont tué 13 jeunes innocents. Et 2 parmi eux ont été froidement égorgés. Je ne peux pas
Je suis incapable, moi, de contenir ma colère, de contenir ma souffrance, de contenir ma peine. Justement, ce qu'on attend du gouvernement d'aujourd'hui comme ceux d'hier, mais insistons sur le gouvernement d'aujourd'hui, puisque c'est vous qui êtes aux affaires, ce n'est pas seulement de l'émotion, ce n'est pas seulement de la colère, ce n'est pas seulement de l'indignation, c'est l'action. Vous dites même c'est le temps de l'action. Le gouvernement, dans un communiqué, a promis de traquer et de retrouver les auteurs de la boucherie de Boffa, 13 victimes civiles. Quelle garantie avons-nous qu'il en sera ainsi, d'autant plus qu'il y a eu des précédents? Mandina Mankagne, 25 soldats sénégalais tués. Il n'y a pas très longtemps, même le président du conseil régional de Ziguinchor, Oumar Lamine Badji, a été égorgé. C'était un jour de Tabaski. Et pratiquement, les auteurs de ces forfaits n'ont presque jamais été retrouvés. Quelle garantie avons-nous aujourd'hui? C'était dans les tueries de décembre 2011, justement. Mais il y a eu Babonda avant Mandina Mankagne. 25 morts. Après 95, 97, Mandina Mankagne, 23 morts. Boutokat, 7 morts. Djegoun, 9 morts. 21 novembre 2011, 10 morts. Décembre encore 2011, 26 civils et militaires. Mais surtout, 5 soldats enlevés à Kebum. Ce qui était l'acte le plus grave qui ait été porté à la République dans cette affaire-là. C'est que des soldats sénégalais se trouvent pendant 9 mois arrêtés. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Le 27 juillet, pour la première fois depuis que ce conflit existe, il est allé au front. Il est allé dans les tranchées où nos soldats, nos vaillants soldats, depuis 35 ans, comme vous l'avez dit, trempent leurs pieds sous l'eau, dans la pluie, dans la forêt, dans des conditions, jusque-là, de dénuement total. Total, absolu de dénuement, sans moyens. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi depuis lors, il y a moins d'agressions contre les populations, contre les soldats? C'est vrai que nous avons travaillé à la paix, à la consolidation de la paix. Le président de la République, souvenez-vous, il y avait un mandat d'arrêt international qui pesait sur certains. Il a dit, nous engageons une dynamique de paix inclusive. Mais c'est justement ça le paradoxe. Il a même accepté qu'une ONG étrangère vienne contribuer à la paix. Macky Sall est parti le 27 juillet. Il est parti au front à Umpak avec les soldats. Et ce jour-là, j'ai entendu un capitaine de l'armée dire nous venons d'avoir un vrai chef d'État et un vrai chef suprême de notre armée. Nous venons d'avoir un commandeur. Qu'est-ce qui s'est fait depuis? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de morts? Les autres ne l'étaient pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je traduis ici l'expression d'un capitaine. Mais ce qui a été fait, et c'est le plus important, nous avons équipé notre armée. Nous avons pratiquement doublé les moyens de notre armée. Nous avons acheté des véhicules blindés qui font qu'aujourd'hui encore, nos soldats passent sur des mines, mais ils ne meurent pas. Nous n'avons pas fait que cela. Nous avons acheté des MiG, des avions, des hélicoptères de combat. Nous avons acheté des EMI, y compris des EMI de combat et des EMI de transport. C'est justement cela le paradoxe, Souleymane Jules Diop. Si vous me permettez. Le paradoxe que je veux relever, c'est qu'au moment où l'armée est bien équipée et même mieux équipée, pour reprendre vos termes, au moment où le chef de l'État appelle à la paix en disant qu'il ne saurait y avoir de vainqueurs, encore moins de vaincus, il a tendu la main au MFDC lors de son dernier message à la nation. Il a fait libérer même 2 responsables du MFDC, presque à la veille de ce qui s'est passé à Boffa. Comment on peut expliquer, comment on peut expliquer ce paradoxe apparent? Il y a toujours, dans des mouvements comme ça, des reflux d'illuminés. Encore qu'ici, il faut attendre les résultats de l'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais je retiens 2 choses. D'abord, il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Des jeunes qui sont allés dans les bois, dans la forêt, et qui ont été attaqués, et ça s'est soldé par 13 morts. Des choses comme ça arrivent
même dans les pays les plus organisés, avec énormément plus de moyens que nous. Vous savez, quand des délinquants, des bandits veulent semer la terreur, il ne faut pas qu'ils soient en nombre pour le faire. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux. S'il y a quelques individus qui ont commis ce forfait après une période d'accalmie qui date de la libération en 2012 de nos soldats, parce que nous nous sommes équipés en armement, en moyens, en véhicules blindés, dans l'aviation sénégalaise, c'est équipé. Mais nous avons même aujourd'hui des drones et des avions qui sont équipés de radars pour pouvoir détecter des présences, y compris de nuit. Mais aussi des drones. Notre armée, aujourd'hui, s'est déployée. Nous sommes dans le monde entier, est connue par son professionnalisme, par son courage. Et ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, malheureusement, des actes désespérés de gens qui ont relégué le principe d'indépendance, d'ailleurs, en arrière-plan, pour se livrer à du banditisme, comme ils le font parfois, malheureusement, à piller les populations. Comment on peut revendiquer l'indépendance pour les Casamançais en commençant par les tuer? C'est cette ignominie, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Quelle garantie l'État sénégalais donne aujourd'hui pour retrouver les auteurs, justement? Et c'est à ça que je vais venir. Oui. Je vous promets ici, ceux qui ont fait ça, ils seront traqués, ils seront attrapés et ils auront la sanction qu'ils méritent et la plus sévère, parce que ce n'est pas normal qu'ils s'attaquent à des pauvres innocents. Ils se seraient attaqués à des gens armés comme eux, ils auraient eu une réponse à la hauteur de leur agression. Mais là, ils se sont attaqués à des pauvres innocents et à des enfants. Est-ce que, à partir de ce qui vient de se passer, le MFDC demeure un interlocuteur crédible pour le gouvernement du Sénégal? L'État du Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit, Mamoudou? L'État du Sénégal a dit, nous pouvons discuter de tout, parce qu'il est peut-être arrivé, ça existe dans d'autres pays. Vous connaissez les soubresauts qui se passent en Espagne, les soubresauts y compris en France, dans le sud de la France, où des nationalistes aujourd'hui occupent l'Assemblée de Corse. Dans d'autres pays encore, en Belgique, en Wallonie, partout, il y a des soubresauts de cette nature. Ça ne peut pas manquer dans l'histoire d'un pays. L'État a dit, mais sur les questions, sur les revendications légitimes, nous sommes prêts à discuter et à apporter des réponses. Et c'est pourquoi Macky Sall, quand il est arrivé pour la première fois, a mis en place ce qu'on appelle le PPDC, parce qu'il a considéré que la Casamance naturelle avait besoin d'un traitement rapide et un traitement de choc pour que les 30 années de guerre, nous puissions les combler par une sorte de plan Marshall pour la Casamance, pour son développement économique. Vous savez que ce qui m'écoeure, moi, Mamoudou, c'est qu'au dernier Conseil des ministres, il y avait un financement de près d'1 milliard prévu pour les hôteliers. Et j'ai entendu le président dire, je tiens beaucoup à l'équité territoriale. Est-ce que vous avez mis des gens, des promoteurs touristiques des régions périphériques? Ils ont dit oui. Il a dit ce n'est pas assez. Est-ce qu'il y a des Casamançais dedans? Et j'ai 4 Casamançais promoteurs qui sont arrivés, qui ont pris leur financement. Il y en a un qui est parti avec une enveloppe de 120 millions. Tout ceci est fait. En plus du bail fiscal pour la Casamance, qui a été voté à l'Assemblée nationale sous forme de loi. En plus de ce qui a été fait, l'exonération pour le bateau. En plus de ce qui a été fait pour la construction du pont. Mais le PPDC, contrairement à ce que les gens disent, il est en train de faire des pistes comme le PUDC. Il a, rien que dans le département de Bignona, pour la riziculture, ils ont construit des digues, 9 digues. Ils sont en train de faire les boucles du Fogny et du Blouf. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour le développement de la Casamance. Et c'est ce moment que les gens choisissent pour saboter tout le travail. Vous savez qu'une des premières visites de Mame Mbaye Niang en tant que ministre du Tourisme, il est parti en Casamance pour rassurer les Casamançais. Et c'est tout ce travail que les gens sont en train de saboter. Justement, mais on n'a pas... si on observe ce qui s'est passé là, avec cette tuerie, on s'en prend à une responsabilité régalienne de l'État du Sénégal. Parce que selon les informations, ces jeunes étaient partis à la coupe de bois. Or, c'est l'État
qui doit dire est-ce que c'est légal ou c'est illégal et qui doit prendre les sanctions. Voilà qu'un groupe armé s'en prend à des civils et les tue. Et ça ne veut pas dire que notre État doit être un peu plus présent, beaucoup plus présent, mais justement dans des régions frontalières, par exemple. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison que c'est pourquoi, pour aller plus vite, parce que quand nous avons fait le PUDC, pour l'essentiel, c'était des infrastructures dans les régions frontalières. Le président de la République a dit « je veux aller très vite et plus vite ». Il a créé ce qu'on appelle le PUMAF, le programme d'urgence de modernisation des agglomérations frontalières. Et il a extrait tout ce qui était prévu pour les zones frontalières. Il a dit il faut aller vite. Parce qu'il a dit, dans certaines zones, c'est de l'abandon de souveraineté que nous faisons. Un jour, ces populations vont se réclamer d'autres pays parce qu'il n'est pas normal que des Sénégalais qui sont à la frontière avec la Gambie utilisent le dalasi comme monnaie et aillent à l'école dans des écoles gambiennes. C'est ça le sens du programme PUMAF. Et c'est ce qui doit être fait. Ou le Ubia mauritanien. Maintenant, oui. Même dans la zone, vous connaissez cette zone, vous connaissez très bien la zone là-bas. Je peux dire la même chose de la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Encore qu'aujourd'hui, Mamoudou, vous savez, nous sommes un pays avec des moyens limités. Il y a beaucoup de choses de fait et il y a des programmes qui sont en cours et ça ne justifie en aucune façon les actes barbares d'hier. Et c'est pourquoi j'ai dit, même quand on se sent agressé, on n'a pas le droit de se faire justice dans un État qui se respecte. Et vous savez, un État, c'est avant tout, au-delà de la territorialité délimitée, un cadre juridique qui s'exerce dans ce territoire et totalement, et exclusivement, et absolument. Et ça, je vous le promets, ce sera fait. Alors, une dernière chose sur la Casamance, même si c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser dans une émission. Vous avez parlé tout à l'heure de la classe politique en saluant les réactions de certains leaders politiques de l'opposition. Justement, on est en 2018, à la veille d'une élection présidentielle. On est également dans un contexte que tout le monde sait, contexte régional, mais aussi de ressources naturelles à exploiter, y compris en Casamance. Il y a, depuis des mois et des mois, on parle du zircon de Niafran. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait finalement de la surenchère aussi sur une question sensible, surenchère politique, liée justement à l'élection présidentielle à venir? Vous savez, on n'est jamais à l'abri de manipulation, pas seulement en interne, mais à l'externe aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pays, par la grâce de Dieu, est en train de passer d'un pays sans ressources. Moi, quand j'étais petit, je l'ai dit une fois à mon grand frère Latif en lui disant, quand j'étais petit, on me disait, vous n'avez que les cacahuètes. Je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai vu, parce que c'est arrivé, je l'ai dit, quand j'ai vu pour la première fois du pétrole extrait d'un puits sénégalais. Et nous allons bientôt être un pays pétrolier. Nous sommes un pays minier. Vous avez parlé du zircon, mais il y a l'or du Sénégal oriental. Il y a le fer du Sénégal oriental. Ça attire la convoitise de puissances internationales, de multinationales, qui ont énormément de moyens, y compris des moyens de manipulation. Et c'est pourquoi nous avons fait de la sécurité de notre pays et de la souveraineté de notre pays une question essentielle. Ça arrive au plan économique, au plan de la sécurité, au plan militaire, et sur tous les plans, nous devons nous tenir prêts. Et ça appelle une grande responsabilité de notre classe politique. Et vous avez parlé de discussion, de dialogue autour de la Constitution. Il faut tout faire pour que demain un farfelu ne vienne pas parce que quelqu'un dehors lui a donné des milliards. Il vient se porter candidat ou faire du dilatoire pour demain menacer la sécurité et l'intangibilité de notre territoire. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury, le premier de l'année 2018, qui reçoit Souleymane Jules Diop, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi du PUDC. Qui est devenu Souleymane Jules Diop, journaliste et célèbre chroniqueur de Sénéweb. Il y en a un, puisque les internautes réagissent également, qui pose la question suivante. Je retrouve tout de suite son nom, c'est presque à la fin. Il s'appelle Younous Diallo Lavoie.
Pourquoi la fameuse voie des sans-voix est fermée depuis qu'elle a commencé à goûter à la sauce du pouvoir? Vous répondez quoi aux nostalgiques du journaliste Souleymane Jules Diop, du célèbre chroniqueur de Seneweb? J'avais fait le pari, et Mamoudou, vous en savez quelque chose, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous nous connaissons sur les bancs de l'université, dans nos chambres, où notre conscience militante petit à petit s'est faite. J'avais fait le pari de mener un type de journalisme qui aujourd'hui trouve une définition et un sens. Ce n'était pas évident. Moi, j'ai milité jeune dans les partis de gauche. J'ai milité au PIT. Je me suis formé, comme d'autres amis, camarades, dans les partis de gauche, avec une conscience militante de gauche qui ne m'a jamais quitté. Et j'avais fait le pari de faire ce qu'on appelle de l'active journalism, du journalisme actif, militant. C'est quoi? C'est toujours m'engager pour des causes qui sont les causes de la majorité, mais en essayant de coller le mieux à ce qui est l'intérêt des populations et de la majorité. L'homme de gauche qui travaille avec des régimes libéraux. Non, nous sommes... D'abord Abdoulaye Wade, aujourd'hui le président Macky Sall qui se définit comme un libéral social. On peut entretenir un débat là-dessus. Ouais. Les programmes que nous menons sont des programmes de gauche. Mais pour répondre à sa question, je ne me suis pas tu. C'est le cadre dans lequel je suis qui organise l'espace de mon débat et qui organise les limites de ma parole, mais pas de mon action. Qui a changé? Souleymane Jules Diop ou les temps qui ont changé? J'ai mûri, certainement. J'ai grandi, certainement. Il n'y a pas eu de compromis, voire de compromission? Je ne me compromettrai jamais. Je ne le ferai jamais. J'ai les mêmes convictions qu'avant, que jamais. J'avais décidé de me battre pour la diaspora. Quand j'ai été nommé à mi-mandat par le président, comme je m'y étais engagé, j'ai veillé à ce que les Sénégalais de la diaspora, pour la première fois de notre histoire, puissent élire des députés et avoir des représentants à l'Assemblée pour défendre leurs droits. Le président de la République a estimé m'enlever de là pour me confier un programme qui me correspond. Moi, ma grand-mère qui m'a éduqué, c'était une paysanne qui cultivait du riz, qui avait un potager et qui avait dans la maison tout ce qu'il fallait pour vivre de manière presque endogène. Une question colle doucement. Et aujourd'hui, oui, je suis fier d'aider, de contribuer en tout cas, dans le cadre du gouvernement, à relever le niveau infrastructurel dans le monde rural et à aider les paysans à sortir de la pauvreté. On en parlera tout à l'heure. Je vous le promets, on règle quelques questions préjudicielles avec les auditeurs. Ousmane Dia, Macky Sall, qui Souleymane Jules Diop ne peut pas gérer un télécentre, il rappelle une de vos chroniques. Est-il parvenu à bien gérer le pays, le Sénégal? Écoutez, les gens vont d'abord des rappels qui datent de longtemps, dans des contextes et dans des conditions qui sont des conditions de joute politicienne oratoire et qui n'ont rien à voir avec la République et dans le cadre de la République. Je souligne de ce point de vue-là que quelqu'un qui a fait son baccalauréat, qui est sorti ingénieur, qui a fait l'école, l'Institut français de pétrole. Mais les gens oublient de rappeler qu'en février, avant les élections, et 2 ans avant, j'avais ce que j'ai dit et qui existe en vidéo et en audio sur les mérites de Macky Sall, sur le travail qu'il a fait et sur le fait même qu'il allait gagner la présidentielle. Les gens oublient ça. Les gens mettent de côté tout ça. Les gens mettent de côté ma déclaration sur le fait qu'il était le seul, à mon avis, qui avait l'engagement le plus résolu et le plus radical contre Abdoulaye Wade pour créer ce qui s'est passé en mars 2012. On passe sous silence tout cela. On passe sous silence le combat que j'ai porté à ses côtés quand il a décidé d'engager le bras de fer à l'Assemblée nationale contre Abdoulaye Wade. Mais soit, moi je considère qu'il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui, pour certains, que ma place n'est pas dans le gouvernement. Et ils font tout pour me le faire savoir. Je les comprends. Et il y a un groupe de gens qui pensent que s'ils ont quitté le pouvoir, j'en suis le principal instigateur et le principal responsable. Mais aujourd'hui, le président de la République, qui a été élu par les Sénégalais, est en train de mener une politique. Il m'a invité à venir à ses côtés travailler. J'ai fait le pari de quitter ce qu'on appelle
de situational leadership pour aller vers un transformational leadership. Ce mouvement, Leadership tout le monde ne le comprend pas. On nous rappelle, vous êtes passé, si vous permettez, puisque vous parlez anglais là, vous êtes passé du leadership situationnel au leadership transformationnel. Absolument. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans une politique dans laquelle je me retrouve et dans laquelle le président de la République s'est engagé à transformer le pays, à amorcer des ruptures utiles à notre pays, à orienter notre pays vers ce qu'il appelle l'émergence. Et dans cela, moi j'ai choisi délibérément de dire oui à cet appel, parce que j'ai contribué au changement de mon point de vue, et j'y ai beaucoup contribué sur la base d'énormes sacrifices, à cette nouvelle dynamique unitaire qui ne se fait pas, qui dépasse ma personne. Il y a d'autres gens qui sont venus rejoindre le président de la République, qui subissent aujourd'hui les mêmes critiques, encore que moi je les comprends. Si vous parlez du cas Sada Ndiaye, moi je les comprends. Je pense qu'il faut... Qui vient de rejoindre la paire, vous parlez de lui, vous faites allusion de lui en quittant le PDS? Je ne vais pas entrer dans ça. Je ne suis pas là pour questionner les choix de quelqu'un, les choix individuels des gens. Je suis là pour dire que le pays appartient à tous les Sénégalais. Mais quand Moustapha Cissé Lo, un des responsables de la paire, dit Sada Ndiaye n'a pas sa place à la paire, vous dites quoi? Tout le monde y a sa place. Je pense que on se trompe de paradigme. La paire est une des modalités de soutien à l'action présidentielle et de soutien pour le développement du Sénégal. La paire en est une. Nous sommes dans le cadre de coalition. En réalité, si vous voyez bien le président Macky Sall, dès le début, dès son engagement politique, s'est inscrit dans une dynamique d'une coalition. Et cette coalition, elle intègre la paire, mais elle n'est pas exclusivement à paire. Et ça continue. Maintenant, si des gens librement choisissent de venir le retrouver, c'est aux Sénégalais, à chacun, d'en juger et d'en parler et de l'évoquer et de porter son appréciation. Moi, je pense, vous savez Mamoudou, oui. Vous, Mamoudou Ibra Kane, vous m'avez appelé un matin, vous m'avez dit Souleymane, j'ai dit oui. Vous m'avez dit, tu prévois d'aller, on s'est tutoyé, tu m'as dit, tu prévois d'aller manger à tel restaurant? J'ai dit oui. Tu m'as dit, n'y va pas. Je n'y suis pas allé. Tu m'as peut-être sauvé la vie. Moi, je me suis sacrifié. Je sais ce que j'ai enduré. Je n'en parlerai jamais ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que les oreilles de ma mère entendent ce que j'ai enduré. Si moi, j'ai pu dépasser, j'ai pu dire à un moment donné, c'est normal que quand des gens se battent politiquement, on se combatte. Mais le Sénégalais, le Sénégal, c'est le Sénégal de tous. Il n'y a pas lieu d'être là. Vous dites, excusez, Sada Ndiaye aussi. Il a sa place à la paire. Non, je ne juge pas ce que fait Sada Ndiaye. Très bien. Je ne condamne pas ceux qui le jugent. Je n'insisterai pas outre mesure sur la personne de Sada Ndiaye. Passons à autre chose. Une nouvelle année offre toujours l'occasion, Souleymane Jules Diop, de jeter un regard dans le rétroviseur et de faire des projections sur le futur. 2018 ne déroge pas à la règle, mais 2018 est aussi et surtout une année charnière, une année de pré-campagne électorale. Dans un an presque jour pour jour, les Sénégalais seront appelés à élire un nouveau président de la République. Une réélection du chef de l'État sortant ou une nouvelle alternance, comme en 2000 et en 2012. Lequel des deux termes de l'alternative est-on le plus proche, selon vous? Entre quel terme et quel terme? La réélection du président Macky Sall ou une nouvelle alternance? Les deux ne sont pas antinomiques. La disjonction, elle n'est pas exclusivement une partie ou une autre, parce que les deux vont ensemble. Quand on arrivait début 2012, ou quand le président Macky Sall que vous évoquez arrivait en 2012, nous venions de sortir d'une campagne agricole difficile où nous n'avons pu commercialiser
que 35 000 tonnes d'arachide. Nous venions de réaliser un taux de croissance inférieur aux croix démographiques, en tout cas, qui est de 2,7%. Et nous étions dans des difficultés financières qui étaient telles que pendant la campagne, celui qui était là avertissait qu'on ne pourrait même pas continuer à payer les salaires. Et il avait raison, parce qu'il a fallu qu'on aille en France demander un appui budgétaire pour pouvoir continuer à payer les salaires. La situation était là. 6 ans après, c'est 3 années de croissance cumulée à 6% et plus. 3 ans après, c'est le PUDC, ce que j'appelle les 5 P, c'est le PSE, c'est le PPDC, c'est le PUDC, c'est le PUMAF, c'est le programme de modernisation des cités religieuses. Et c'est le B, la bourse familiale, et c'est le C, la couverture maladie universelle. C'est tout ça en 5 ans. On peut le décliner sous différents chapitres. Je reviens sur mes deux termes. Depuis une réélection en 2019 du président Macky Sall ou une nouvelle alternance est-elle possible? Je pense que, au regard de tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de doute, aucun doute sur le fait que le régime, le gouvernement qui est là, à la tête, l'État à la tête, le président Macky Sall, va avoir un nouveau bail et une nouvelle confiance des Sénégalais. Réélection du président Macky Sall. Oui. Je ne vois pas, regardez, Mamoudou, prenez secteur par secteur, tous les secteurs. Moi, quand j'arrivais à Dakar, j'ai trouvé dans toutes les maisons des générateurs. Il n'y avait pas d'électricité. Les gens restaient 48 heures parfois. Le petit commerce était mort. Les commerces des familles, les gens qui vendaient de la glace, les tailleurs qui faisaient de la couture dans les maisons, tout ce secteur était mort parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau. Et il y avait surtout le renchérissement des prix. La dernière augmentation de prix qu'il y a eu sur le riz, elle date du 25 octobre 2011. Et le sac de 50 kilos a été porté à 17 000 francs. Je peux dire la même chose de l'essence, qui était à plus de 800 francs à cette période-là. Au point que l'État avait senti le besoin de faire un communiqué pour exiger le maintien des prix à cette période-là. Tellement de choses ont changé. Vous savez, pour faire de la croissance, il faut du capital. Pour faire du capital, il faut un environnement économique favorable. Pour faire cet environnement, il faut des réformes. Ces réformes sont portées par le PSE. Il faut des grands projets prioritaires pour relever le gap infrastructurel de notre pays. C'est ce que nous faisons à travers des universités, à travers des autoroutes jusqu'à Touba, jusqu'à Thiès, jusqu'à Tivaouane, jusqu'à Thilmakha, jusqu'à Mbour et ailleurs, et bientôt jusqu'à Kaolack, à travers un pont pour enjamber le fleuve Gambie, pour aller à Ziguinchor, à travers beaucoup d'autres choses. Mais il faut une main-d'œuvre qualifiée. On va y arriver. Oui. On va y arriver sur l'emploi. Mais pour tout cela, vous tablez sur une victoire au premier tour du président Macky Sall en 2019. Mais je pense que ceux qui m'écoutent, y compris dans ce qui est dit, notre camp, me comprennent bien. Il n'est pas question de second tour. D'autres avaient dit victoire au premier tour, 60%, ils ont perdu à la fin. En 2000 comme en 2012. Écoutez, ils ont engagé leur responsabilité dans des actions qui n'étaient pas souhaitées ou voulues par les Sénégalais. J'espère que nous ne ferons pas cette erreur. Justement, parce que si on doit juger par l'action et par les résultats, ce gouvernement passe haut la main. Justement, Lamine Moubarak Kamara. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu des résultats? Justement, je vous en donnerai l'occasion avec cette question de Lamine Moubarak Kamara, comme pour mettre un bémol à ce Sénégal paradisiaque que vous décrivez. Il vous dit quel secteur de l'économie le président Macky Sall doit améliorer pour faciliter sa réélection en 2019. Il faut donner du travail aux Sénégalais. Nous avons chaque année 275 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il faut leur donner du travail.
Mais la majorité n'est pas qualifiée. Aujourd'hui, c'est le talon d'Achille du gouvernement, l'emploi. L'emploi, la majorité n'est pas qualifiée. Mais c'est la croissance qui crée l'emploi. C'est la croissance qui crée l'emploi. Vous savez, il n'y a pas d'autre moyen. Et pour créer de l'emploi, il y a une demande et il y a une offre d'emploi. Il faut former nos jeunes. Et c'est en cela que le budget répond, les orientations budgétaires répondent à ces préoccupations. Il faut faire des universités. Université de Diamniadio, 30 000 places, réceptionnées en octobre 2018. Les instituts supérieurs d'enseignement professionnel pour former nos jeunes dans des métiers. Nous avons déjà un fonctionnel à Thiès. Nous allons en faire 4 cette année. Nous finirons par en faire dans toutes les régions du Sénégal. Les espaces numériques ouverts. Le Sénégal va recevoir bientôt au mois de mars le plus grand calculateur d'Afrique. Nous avons décidé, et ça c'est aussi une politique du président de la République, d'orienter tous les étudiants diplômés d'un bac. Tous les étudiants. Ils sont 120 000, tous orientés. Et depuis 2012, 47 000 ont été orientés dans les différentes universités. L'université virtuelle va avoir cette année 20 000 étudiants. Ces 20 000 étudiants vont être dotés d'ordinateurs gratuitement. Dans les universités et les centres de formation privés bénéficient d'une bourse de l'État du Sénégal. 400 000, 500 000 francs par personne à l'État. La maîtrise, 600 000 francs. Donc ce sont autant d'efforts qui sont faits dans le domaine de la formation et de l'éducation pour répondre aux besoins du marché du plan Sénégal émergent. Mais il y a aussi les réformes. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Pour amener les entreprises ici, il faut un environnement incitatif. De l'énergie, mais à bas coût. Si les gens vont en Chine, c'est qu'il y a de la main-d'œuvre là-bas, de plus en plus qualifiée, de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher, mais ils vont là-bas aussi parce que l'énergie ne coûte pas cher. Il n'y a pas de miracle. Et de ce point de vue, en 5 ans, la production énergétique, Mamoudou, a été doublée. Doublée. En 5 ans. Mais, même si on a lu le DG de la Sénélec qui reconnaît que malgré la baisse de 10% consentie l'année dernière, que les factures d'électricité demeurent chères. Non, il ne dit pas qu'elles demeurent chères. Il dit qu'elles vont encore baisser. Oui, parce que qu'est-ce que nous avons fait? Oui, mais bien sûr, mais Souleymane, quand même, si vous vivez avec les Sénégalais, vos factures d'électricité sont encore chères. Mais Mamoudou. Ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Mamoudou, dans 3 ans, Inch'Allah. Que des efforts puissent être faits, personne n'en doute, mais elles demeurent encore chères. Mais vous savez que l'État a renoncé à 10 milliards l'année dernière, au premier semestre. Même 30 milliards, ce que l'État avait dit officiellement, 30 milliards sur l'année. Renoncer. Oui. Pour permettre aux Sénégalais d'avoir l'énergie à bas coût, mais maintenant surtout en quantité suffisante. Parce que produire ici à bas coût et pouvoir exporter, il faut régler ce problème. Oui. Mais il y a aussi l'environnement fiscal, fiscal plus incitatif. Ah oui. Il y a les procédures. Oui, vous touchez un problème de fond. La fiscalité, il faut la revoir. Personnel. Oui. Je pense qu'il faut la revoir à la baisse. Notamment l'IS. C'est mon point de vue personnel que j'ose donner ici. L'impôt sur les sociétés. Oui. L'État ait des ressources pour investir. Nous sommes un pays pauvre. Pour faire des programmes en PUDC, pour faire d'autres programmes, il faut nécessairement que les gens se cotisent. Vous cotisez. Vous cotisez plus que ce que cotise l'entreprise. Mais il faut que tout le monde cotise. Et il faut que nous soyons plus solidaires dans l'effort. Alors, mais vous n'avez pas... Oui, mais votre phrase. Ce qui s'est fait, qui classe le Sénégal parmi les 10 pays, écoutez bien, les plus grands 10 pays, les plus réformateurs d'Afrique. Et qui nous permet d'être aujourd'hui parmi les 3 pays qui font le taux de croissance le plus élevé. Concrètement, et le plus soutenu. Concrètement. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Concrètement, revenons sur l'emploi. Oui. Vous-même, vous dites il faut créer de la croissance, il faut que les entreprises... Au-delà de cette question de formation, de qualification dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a des chiffres aussi.
500 000 emplois qui étaient promis par le candidat Macky Sall, il en a fait un engagement en tant que chef de l'État. Dernièrement, en 2015, on était autour de la moitié. Mais combien d'emplois ont été créés? On s'approchait des 300 000. Oui. Nombre d'emplois créés net. Net. Les derniers, net, je dis bien. C'est-à-dire, il y a eu des pertes d'emplois et il y a eu des gains. Mais le net, entre ce qui est perdu et ce qui est gagné, c'est ce qui fait ce chiffre. Oui. Ça veut dire que nous en avons beaucoup plus que ça, mais il y a un rapport et on obtient un chiffre. Et ça, c'est l'officiel, le formel, répertorié dans le cadre du ministère du Travail. Mais à côté, tout ce que génère la croissance, qui aujourd'hui est portée à 10 000 milliards. Ça veut dire que chaque point nous fait 100 milliards de plus pour notre pays chaque année. Ce que ça fait que quand il y a de la construction dans le secteur immobilier, qui connaît un pas forcément déclaré travailleur, quand vous allez faire des pistes, tant qu'ils sont employés, travailleurs. Oui, et c'est des emplois quand même non permanents. Oui, emplois, mais quand même non permanents. 500 000 emplois. Oui. Aujourd'hui, il faut aller, à mon avis, il faut revoir ce chiffre à la hausse. Pourquoi? Je ne parle pas des 500 000. Ce qu'il faut se dire, Mamoudou, et moi je vais vous dire, je suis triste pour la jeunesse de mon pays. Parce que, Mamoudou, voyez-vous, moi je suis fils de l'ajustement structurel. Et certainement vous aussi. Moi, j'ai grandi pendant une période où j'ai vu le prix du lait augmenter, sous ajustement structurel, le prix du pain augmenter. J'ai vu mes grands frères aller à l'université, avoir une maîtrise et devenir des boulangers. J'ai vu la Sotrac dégringoler. Je courais pour rattraper le bus pour aller à l'école et après aller à l'université. J'ai connu le plan d'urgence. J'ai connu les départs volontaires, Mamoudou. J'ai vu comment des parents ont bouffé 5-10 millions en 6 mois et se sont retrouvés au chômage. Aujourd'hui, le champ paradigmatique a changé. Dans 3 ans, nous allons être un pays pétrolier et un pays qui produit du gaz. Nous sommes dans une dynamique de croissance soutenue et elle ne s'arrêtera pas. Et Inch'Allah, en 2020, nous allons atteindre une croissance à 2 chiffres. Maintenant, je vous dis, ce qu'il faut faire. Mais dans un an, s'il vous plaît, je pose quand même une question. Oui. Le président Abdoulaye Wade, opposant, aimait bien poser une question à la jeunesse sénégalaise, que ceux qui n'ont pas d'emploi lèvent la main. Des millions d'emplois se sont levés. Il a exercé le pouvoir pendant 12 ans. Quand il partait, le chômage était encore là. Mais lui-même, s'il vous plaît, a reconnu son échec sur la question. Est-ce que en 2019, dans un an, en posant la même question aux jeunes Sénégalais, le président Macky Sall ne risque pas d'avoir la même réponse? Il y a 10 000 Sénégalais la semaine prochaine qui vont recevoir leur bourse formation, emploi. 10 000 Sénégalais. Il y a en ce moment 10 000 Sénégalais qui sont insérés dans des entreprises, dans l'hôtellerie et ailleurs, pour faire de la formation emploi. Le ministère, l'État a décidé de prendre une partie des cotisations qui allaient dans les caisses du Trésor pour l'emploi, dans le cadre de l'entreprise, de verser, c'est aujourd'hui 20 milliards, de les verser au ministère de la formation professionnelle pour pouvoir former les jeunes. Les jeunes, il faut les former. Mamoudou, notre pays est en train de changer. Les générations qui sont là présentes, les jeunes et celles à venir, auront plus de chances que vous et moi. Nous serons un pays producteur de gaz, producteur de pétrole. Il faut travailler à ce qu'il y ait un cadre qui permette de faire les bons choix, les bonnes orientations. Mais dans 3 ans, le Sénégal ne connaîtra pas les mêmes difficultés. Et faisons attention au pétrole. Maintenant, parce que tout dépendra aussi de ce que cela va nous coûter en termes s'il vous plaît, en termes de production. Parce que si ce que ça va coûter va aller au-delà du prix du baril du dollar, ça peut être également
très très compliqué, même si c'est une bonne nouvelle que notre pays soit prochainement producteur de pétrole et de gaz. Mais la gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, sont-elles une réalité? À vos yeux, la rupture promise en termes de meilleure gouvernance des deniers et ressources publiques a-t-elle été au rendez-vous? Beaucoup a été fait. Je fais partie de ceux qui, étant entrés dans le gouvernement en tant que ministre, on fait face à l'obligation de faire une déclaration de patrimoine. J'en fais partie. Comme il y en a qui n'ont jamais fait cette déclaration de patrimoine. Je n'en connais pas qui ne l'ont pas fait. Je n'en connais pas. En tout cas, il n'y en a pas dans le gouvernement. J'ai vu passer 2 projets de loi adoptés au Conseil des ministres. Le dernier, c'est la semaine dernière, sur l'enrichissement illicite, qui fait que il est devenu de plus en plus difficile, certainement, pour un gestionnaire, qui qu'il soit, de divertir de l'argent d'une manière ou d'une autre. La loi qui a été, le projet de loi adopté la semaine dernière est tellement contraignant que je me pose même des questions à ce niveau du pays, avec le taux de bancarisation que nous avons, si ça ne va pas poser quelques contraintes. Tuer l'initiative. Et quelques difficultés, parce que nous sommes un pays informel. Vous ne pourrez plus prendre 1 million, 2 millions et cash comme ça, aller les donner à quelqu'un. Vous émettez des réserves sur ce projet de loi? Les cas où quelqu'un est allé à la banque, il a dit, il a amené 1 milliard, on lui dit d'où ça vient, il a dit c'est le président qui me l'a remis, je lui ai vendu un terrain, ça n'arrivera plus. Mais vous avez des inquiétudes par rapport à ce projet de loi. Il y a l'OFNAC, oui, qui est là, oui, et qui veille, et qui a eu à épingler certains dans un rapport. Jusqu'à présent, pas de poursuite, rien, alors que le procureur de la République a bien reçu ce rapport. Ce que le président de la République a fait, c'est que quand il y a un rapport de l'OFNAC, ne me transmettez directement au procureur. C'est ce que Mme Nafi-Ngom Keïta, alors présidente de l'OFNAC, avait fait. L'initiative des poursuites. Et apparemment, mal lui en avait pris, non? Dans le cadre d'une séparation nette des pouvoirs, l'initiative de la poursuite, elle est au pouvoir judiciaire. Le procureur de la République, maître des poursuites. Maître des poursuites. Je m'attends tout le temps à ce genre de questions. On a entendu des magistrats, des procureurs, Aliou Ndao, anciennement procureur spécial près la CREI, dire que il arrive que des ordres de non-poursuite soient donnés. S'il en a des formels, il doit les sortir. S'il en a eu, il doit dire où et quand et par qui, pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt de notre démocratie. Vous défiez le procureur Aliou Ndao? Non, je ne le défie pas. Je dis que pour la clarté du débat, oui, s'il en a eu, pour son bien, parce que c'est un homme honorable, moi, je crois jusqu'ici que nos magistrats sont des gens très honorables, aussi instruits que vous et moi, mais surtout aussi honnêtes que vous et moi, qui font leur travail dans des conditions parfois difficiles. À mon avis, le processus auquel ils appellent, c'est un processus d'amélioration continue, des conditions, surtout de la transparence dans les procédures et dans les choix et dans les avancements concernant la vie des magistrats. Votre interpellation au procureur Aliou Ndao est intéressante, mais le ministre de la Justice a dit non à une de leurs revendications, que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Mais Mahmoudou, oui, sur cela, il y a un double niveau d'interpellation. L'instance qui décide des avancements et de la carrière des magistrats, c'est une instance, c'est un collège dans lequel le président est présent, le garde des Sceaux est présent, les magistrats ont désigné
des représentants, y compris ceux qui en parlent aujourd'hui, et naturellement, eux font partie de ce collège. Et les décisions là-bas se prennent ensemble. Et eux aujourd'hui, ils ne veulent plus de cette organisation. Mais ils veulent que le CSM soit présidé par le premier président de la Cour suprême et le procureur général près la Cour suprême. Si nous laissons le gouvernement des juges, qui va veiller sur eux? Qui va le faire? Très bien. Deuxièmement, qui va présider dans ce cas-là le Conseil supérieur? Serait-ce le président du Conseil constitutionnel? Non, ils ont dit le premier président de la Cour suprême. Mais et le président du Conseil constitutionnel qui arrive en premier dans l'ordonnancement institutionnel du pays, on le met où? Alors qu'il décide qui doit être président et qui ne doit pas être président. C'est une question complexe, Mahmoud. Encore que certains même vont jusqu'à dire que le Conseil constitutionnel n'est même pas dans l'ordonnancement juridictionnel du pays. C'est un débat certainement intéressant. Mais il nous reste 2 minutes, Souleymane Jules Diop. Petite question précise, réponse courte. Le procès de Khalifa Sall qui a été renvoyé au 23 janvier prochain pour ses partisans, pour ses avocats, il s'agit d'un règlement de compte à la place de la reddition des comptes. Vous répondez quoi? On n'a plus beaucoup de temps. Vous savez, Mamoudou, moi je pense qu'à ce stade-ci, nous sommes dans une période pendant laquelle il faut laisser l'initiative aux acteurs. Quand la justice est saisie, a-t-on coutume de dire, tout le monde est dessaisi, sauf les parties au procès. Les parties, c'est qui? C'est la partie civile qui charge. C'est la partie civile qui s'est constituée partie civile. C'est l'État ici. C'est le procureur qui a déclenché les poursuites. C'est la défense qui dit qu'il n'a rien fait. Et c'est le tribunal qui, après, va donner le verdict. Il y a des accusations, des chefs d'accusation, des chefs d'inculpation. Il faudrait créer les conditions d'un jugement serein, d'une justice sereine, pour que tout le monde prie pour que justice soit rendue. Quel que soit, par ailleurs, le résultat. Ce qu'il faudrait, c'est que les droits des parties soient respectés. Mais à mon avis, le champ de la sérénité, on a parfois tendance à en sortir. Et ce n'est pas bien pour notre pays, mais le plus grand tort que l'on porte à notre pays, c'est de se mettre à vilipender sa justice, ses juges, ses magistrats, en les calomniant et parfois en les diffamant sur des questions qui n'ont rien à voir avec la justice. Il y a, c'est vrai, un homme qui appartient à la politique, qui est jugé, mais les magistrats, eux, appartiennent à la magistrature de ce pays. Les Wade, Abdoulaye Wade, Karim Wade, quel est l'état de vos relations aujourd'hui? En 5 secondes. J'ai appelé Maître Abdoulaye Wade 1 an après son départ du pouvoir. Nous avons eu une discussion sereine. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui? Abdoulaye Wade comme son fils Karim Wade qui est au Qatar. Il n'y en a pas. Je me suis battu contre eux. Aucun contact avec eux? Hormis ce coup de fil passé à Maître Abdoulaye Wade. C'est lui qui m'a rappelé d'ailleurs. Il a pardonné, il a oublié. Mais vous devez me demander si moi j'ai pardonné. Vous avez pardonné? Moi j'ai pardonné. Lui il a pardonné? Je ne sais pas. Idrissa Seck, avec qui vous avez travaillé à la primature? Je n'ai plus eu de contact avec lui. J'estime qu'il a fait des choix. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec lui, comme vous l'avez fait avec Wade, en l'appelant par exemple? Mais non, je lui ai parlé. Quand j'allais en campagne pour les législatives, j'ai parlé à Idrissa. Pour le référendum, j'ai voyagé avec lui, j'ai bien discuté avec lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème entre Non, il y a jamais. Vous savez, Mahmoudou, la classe politique, il n'y a pas de problème entre les gens. Il faut que les Sénégalais le comprennent. Les gens se retrouvent, ils discutent, ils échangent. Et le monde évolue, la classe politique évolue. Des gens qui sont des ennemis aujourd'hui peuvent être des amis demain. Et c'est important qu'il en soit ainsi. Et que l'on se retrouve sur l'essentiel, qui est le pays. C'est une bonne chute de cette émission. Je ne sais pas si vous l'aviez prévu. Souleymane Jules Diop, ministre délégué, chargé du suivi du PUDC, était l'invité du grand jury. À la technique, Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi, Barthélémy Ngom. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.